candidat à l'élection présidentielle. Ce soir à Carbone, un représentant du gouvernement. Et suggérer au gouvernement d'appeler cette nouvelle réforme la réforme chacun sa mère. Bon. Maintenant que le programme d'Emmanuel Macron vous a été exposé avec autant de brio, je me demande à quoi je vais pouvoir vous être utile. Je vois. Merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup, madame. D'abord, je vais commencer par un mot de remerciement qui est évident, parce que si on est 600 ce soir à Carbone, c'est qu'en amont du moment où on est là, dans la lumière, à présenter nos discours, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont bossé pour réserver la salle, pour installer les chaises, pour coller des affiches, pour mettre des plans de verre sur la scène. Je voudrais donc qu'on remercie Christophe et Annick, Yacina, Sonia, Laurent, Rémi, Mathieu, Pascal et tous les autres. Et aussi merci, alors le comédien il s'appelle comment? Je ne sais pas comment il s'appelle. Lucas, ouais, il me l'a dit tout à l'heure. Merci à Lucas, et puis merci à la bande à Tony, la fanfare qu'on a eu avant, que... Si vous avez la position n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Bon. Parce que il faut comprendre que le pouvoir, il nous veut abattus, il nous veut déprimés, il nous veut résignés, il nous veut attristés. Et chaque moment de joie qu'on arrache est une forme de résistance au pouvoir. Et moi, je pense que tout ce qui va être grand doit se faire en fanfare et dans la fête. Donc, merci à vous. Alors, comme l'a dit Christophe, je reviens à Carbone, puisque j'y étais venu il y a 3 ans sur le rond-point des Gilets jaunes. Comme j'ai mes petits carnets, j'ai retrouvé mes petites notes de l'époque. J'avais rencontré Sabrina qui était auxiliaire de vie sociale pour 688 €. Et je n'avais pas fait mon film à cette époque-là. Et elle avait un compagnon qui était chaudronnier en CDI, mais leur gros problème, c'est que malgré ça, ils n'arrivaient pas à obtenir un prêt de la banque pour avoir une maison. Je pense que rien que ce témoignage nous donne une raison de lutter. Une personne qui s'occupe des personnes âgées, qui consacre matin, midi et soir, et qui touche à la fin de son mois 688 €. Et qui, avec son compagnon, qui contribue à permettre qu'on ait des maisons au-dessus de nos têtes, eh bien, eux ne parviennent pas à avoir un prêt pour se construire une maison pour eux-mêmes. Il me semble d'évidence que là, il y a une raison première de transformer la société. J'avais rencontré aussi à l'époque des usagers et des cheminots et des anciens cheminots à la gare de Carbone qui m'expliquaient que le trafic de fret avait disparu en 2000, qu'il y avait une gare mais qu'elle était fermée, enfin elle était ouverte quand il n'y avait pas de voyageurs, et qu'à l'intérieur, on ne pouvait pas prendre de billets. Je vous le dis, je pense qu'une réforme qu'on doit mener, ils appellent ça la dématérialisation. Vous savez, 100% des services publics en numérique. Alors au départ, moi je pensais que tous les services publics, ils allaient avoir une vitrine numérique. Mais non, c'est tous les services publics 100% en numérique. Et vous n'avez plus de guichet, vous n'avez plus d'agent. C'est-à-dire que toutes les personnes, et moi y compris, on doit passer notre temps à faire des étoiles, des 1, des 2. Je vois des gens qui cherchent à faire leur retraite avec la CARSAT, c'est un enfer pas possible de labyrinthe dans tous les sens. Je pense que ça contribue, cette chose-là, sous couvert de Startup Nation, de modernisation et ainsi de suite, ça contribue à un sentiment d'éloignement de la République. Que quand on en a besoin, on ne puisse pas avoir à la CAF, à Pôle emploi, chez EDF, chez NJ, dans tous les services publics, anciens services publics ou dans les grosses boîtes, des gens en face de toi, soit pour nous aider à remplir nos papiers, je pense qu'au fond, même au-delà de la politique, ça donne un sentiment de déshumanisation de la société. Oui. Je vous dis parce que, ils ont leur mot, c'est dématérialisation. Mais la réalité, c'est pas une dématérialisation, parce que tout ça est plein de matière. Des ordinateurs, c'est plein de matière, c'est plein d'énergie.
Tout ça est en vérité une déshumanisation de la société. On ne permet plus d'avoir... Et alors, vous savez, les riches, en revanche, il y a des articles qui paraissent sur la Silicon Valley, les riches, partout où ils vont, ils ont des gens en face d'eux. Nous, on va chez Lidl. Moi, depuis chez les PT, j'ai moins de temps, je vais plus chez Lidl pour faire mes courses, en vérité. Mais quand je vais chez Lidl, j'ai une queue infinie. Quand je vais maintenant chez Decathlon, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles machines chez Decathlon, on lâche le truc et automatiquement, ça compte ce qu'on vous doit. C'est de la caisse hyper automatique. En revanche, quand vous allez dans un magasin de riches, c'est-à-dire quand je vais acheter mes chemises pour l'Assemblée nationale parce que j'en ai marre qu'on se fout de ma gueule là-bas, aux Galeries Lafayette, vous avez tout de suite deux personnes qui se mettent autour de vous, alors comment vous allez, tout ça. C'est-à-dire que la richesse, auparavant, c'était quoi? C'était la technique. Plus on était dans la technique, plus c'était le symbole de la richesse. C'est une valeur qui s'est inversée. Et ce qui est devenu un symptôme de la richesse aujourd'hui, c'est d'avoir des gens auprès de soi. Et je pense que cette richesse-là, d'avoir des gens accessibles, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir avoir pour tous et pour tout le monde. Et je pense qu'une exigence qu'on doit poser, qui est posée dans le programme, c'est de dire qu'il doit y avoir des gens en face des gens, qu'on doit avoir la possibilité de recourir à des agents, et que l'humain ne soit pas quelque chose qui est en train de disparaître de nos services publics. Voilà les rencontres que j'avais faites. Et je vais vous dire pourquoi je reviens à Carbone. Pourquoi hier j'étais à Lavernay? J'arrive pas à le dire ce truc-là, mais... Je démissionne. Pourquoi je dis je serai à Rochefort? Ça, je veux dire, c'est un choix politique que je fais, un choix d'aller dans la France des bourgs et des sous-préfectures. Ici, j'ai regardé, on me dit la France rurale. Du coup, je suis allé regarder Carbone sur Wikipédia. Il y a plus de 5000 habitants. Hein? Il y a plus de 5000 habitants. Donc en vérité, c'est pas parce que quand on parle de la France rurale, on a l'impression qu'il va y avoir des vaches, des pâturages et puis tout ça. C'est pas ça. Je tiens à signaler que on est typiquement dans une France qui est une France oubliée. Qui n'est pas la France de Jean-Pierre Pernaut, folklorique de chez moi, qui vient de décéder, puisqu'il était picard, et donc il n'est pas loin de chez moi, et qui n'est pas non plus la France des métropoles. Aujourd'hui, on a la moitié des habitants de ce pays qui habitent en zone urbaine, mais dans des villes de moins de 100 000 habitants. Et un tiers qui habitent en zone urbaine, mais dans des villes de moins de 10 000 habitants. Et pourtant, cette France-là, qui pour moi n'est ni rurale ni métropole, qui n'est pas la France du salon de l'agriculture, mais qui n'est pas non plus la France des centres-villes et des start-up, cette France périphérique, elle est oubliée, elle est abandonnée, et en particulier, elle est abandonnée par la gauche depuis des décennies. C'est la France du travail. C'est la France du travail. C'est une France populaire et qui parfois galère, avec des petits salaires. C'est une France aussi qui vit ici par choix, mais qui peut être un choix contraint. C'est quoi? C'est pour ceux qui travaillent Toulouse, se dire, bon, bah, au moins ici, je peux avoir un coin de jardin, mais de toute façon, c'est un choix contraint, parce que vu les prix de l'immobilier à Toulouse, c'est de toute façon inaccessible aujourd'hui, j'imagine, pour des bons pans des classes populaires. Ça, c'est alors que ça veut dire que... Je fous mes papiers à terre comme ça, j'ai rien à ça après. Ça a été expliqué notamment par un géographe qui s'appelle Christophe Guilluy, qui dit « Pour la première fois dans l'histoire, les classes populaires ne résident plus là où se crée la richesse, mais dans une France périphérique, loin des territoires qui comptent. » Il poursuit. Il poursuit sur ces périphériaphones. Pour les élites, cette France n'existe plus. Cette France populaire, industrielle et rurale a vécu. Au mieux, il s'agit d'une France minoritaire et vieillie, qui s'accroche encore mais qui est condamnée à disparaître. Le problème est que cette France en voie de disparition est majoritaire. Et voilà, je pense, l'un des trucs qu'on a à résoudre, c'est qu'on a des métropoles qui aujourd'hui concentrent tous les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, les pouvoirs médiatiques, et on a de l'autre côté une France oubliée qui s'est réveillée le 17 novembre 2018 sur les ronds-points. C'est pour ça que j'étais attaché, moi, à ce mouvement des Gilets jaunes, même avant de voir ce que ça allait donner, parce que je me disais que c'était la France des plus invisibles que moi je peux rencontrer dans mon coin,
qui a décidé de revêtir un gilet jaune et de se rendre visible aussi jusqu'au plateau de télévision d'ailleurs. C'était les muets qui prenaient la parole, c'était les résignés qui étaient traversés d'une espérance, et c'était les éloignés de la politique qui ensemble se la appropriaient. Évidemment, ce qui a été fait sur les ronds-points, il s'agit le 10 et le 24 avril de le refaire dans les urnes. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu d'avoir cette France-là qui se réveille et qui trouve un chemin à sa colère et à son espérance. Un chemin qui, pour elle, est parti du gasoil, c'est encore un thème d'actualité, qui immédiatement, moi, dès que j'étais le 17 novembre 2018 sur les ronds-points, ce dont on me parlait, c'était du salaire minimum. C'était des difficultés quand on avait l'allocation adulte handicapé à vivre avec ça. C'était des difficultés à vivre avec des contrats aidés. Donc, du gasoil immédiatement social, très vite fiscal, avec rang l'ISF d'abord, avec une crise démocratique qui s'est approfondie en une crise démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne, et qui aboutit pour moi quasiment à une crise métaphysique, c'est-à-dire les gens se remettant sur les ronds-points et se demandant en quoi on fait peuple, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Je veux dire que tous ces points-là, au fond, sont des points qui traversent le programme de l'avenir en commun. La crise du gasoil, il est évident, je y reviendrai après, mais qu'elle doit se résoudre autrement que par des chécounets, c'est-à-dire la crise des matières premières, puisque les matières premières, ça va augmenter dans la durée. Ça avait déjà augmenté avant la crise en Ukraine. Ils ont déjà balancé un petit chèque à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que la crise écologique va mener à une hausse dans la durée du prix des matières premières. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une adaptation face à ça, qui ne doit pas relever simplement de petits chèques qui sont balancés. On doit s'interroger sur comment on fait pour que les gens qui ont la nécessité de prendre leur voiture pour aller travailler ne payent pas leur essence peut-être le même prix que celui qui va partir au ski. Comment on fait pour relever le barème des auxiliaires de vie sociale qui à 35 centimes du kilomètre? Comment ça se fait que les infirmiers c'est à 2,50 €, je crois qu'on sait autour de chez eux, on me l'a dit. Comment ça se fait que pour les kinés ça va être à 5 €? Comment ça se fait que pour les médecins ça va être à 10 €? Alors que finalement, s'il s'agit de rémunérer au kilomètre, c'est le même prix pour tout le monde. Là, il va y avoir des questions de justice et qui traversent le programme de l'avenir en commun, de la même manière évidemment sur le plan social, sur le plan fiscal, sur le plan démocratique, et je pense, j'y viendrai, même si j'ai mis mon chrono en route comme Leïla, je ne suis pas aussi bon que Leïla pour tenir mes temps. Ma conviction, et qui est en vérité une certitude, c'est que la gauche, je suis de gauche, moi, je ne peux pas m'empêcher de dire gauche, parce qu'à un moment, il paraît qu'on ne pouvait plus dire gauche. Mais moi, c'est pas parce que quelqu'un a pris ce mot-là et me l'a volé que je vais lui laisser. Oui. Je suis de gauche. La gauche, évidemment, qui part de la Révolution française, qui traverse la Commune, qui passe par le Front populaire, par la Libération, par mai 68, par mai 81. Tout ça, je le fais mien, au moins jusqu'à ce point-là. Mais cette gauche, elle ne peut pas gagner sans vous. Elle ne peut pas gagner sans réussir à réveiller un cœur populaire dans la France entière. Or, on a affaire, je pointais le problème, à un divorce historique qui dure depuis 40 ans entre la gauche et les classes populaires. Et c'est ça, l'un des enjeux de cette élection, c'est de parvenir à résorber ce divorce. Ce divorce, il a des causes matérielles. En 1981, lors de l'élection de François Mitterrand, à l'époque, la très vaste majorité des enseignants votent pour le candidat socialiste au deuxième tour, et 3/4 des ouvriers votent pour lui. Ensuite, se produit quelque chose qui va bousculer la donne. C'est la mondialisation. La mondialisation va tracer comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. La mondialisation, elle va produire une multiplication par 4 assez rapidement du chômage chez les ouvriers, en particulier les ouvriers non qualifiés, tandis que grosso modo, elle va maintenir le même taux de chômage pour les professions intellectuelles supérieures et pour les professions intermédiaires. Donc elle vient faire que le même fait économique va produire deux réactions différentes, c'est-à-dire une peur. On ne comprend pas notre pays, on ne comprend pas les classes populaires de notre pays si on n'y place pas au cœur le mot peur aujourd'hui. Dans les entreprises, c'est la peur. C'est la peur de perdre son boulot qui règne.
C'est de demander, ben voilà, et c'est la peur pour ses enfants. Comment ils vont trouver du boulot? C'est Henri Trajucchi qui disait à cette époque-là, la peur a changé de camp. Donc, qui était le leader de la CGT, qui disait la peur a changé de camp. Auparavant, c'était les patrons dans l'après 68 qui avaient peur. Et à ce moment-là, grâce au chômage, on a fait changer la peur de camp. Et donc ça, c'est du côté des classes populaires. Du côté des professions intermédiaires, des classes supérieures, il y a ce que Emmanuel Todd appelle un passivisme des éduqués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas forcément comme à la main que la mondialisation est heureuse, mais au fond, on peut s'en accommoder. Elle ne nous frappe pas. C'est ce que je disais. C'est, vous savez, si jamais la mondialisation, elle avait fait que demain, les députés, on leur disait finalement, franchement, soit vous mettez au tarif roumain, soit on va recruter à Bucarest, parce que quand même c'est beaucoup moins cher. Et sous 48 heures, on aurait trouvé moyen de résoudre ce problème-là. Si ça avait été les journalistes, les médecins, qui avaient été traités de cette manière-là en disant « bah non, je suis désolé, mais au Pakistan, il y a beaucoup moins cher pour produire », on aurait trouvé des parades à ça. Cette mondialisation, elle a duré pendant 40 ans parce qu'elle touchait les gens qui n'avaient pas accès à la parole publique, qui n'avaient pas accès à l'espace politique. Et donc, ça a produit des divorces sociaux, une précarité qui a grimpé chez les jeunes, des salaires qui ont stagné dans les classes populaires, un divorce, y compris un divorce géographique, puisque certains ont ramassé la mise avec une gentrification des centres-villes, un tarif, un coût du mètre carré qui s'est très nettement relevé, et la possibilité d'acheter en plus une résidence secondaire à la campagne, pendant que les autres peinaient à s'acheter simplement leur maison. Un divorce culturel aussi que je veux pointer, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de double stigmate. Non seulement les classes populaires perdaient sur le plan matériel, mais en plus, on les accusait. C'est Dupont-la-Joie, qui pour moi est un film qui incarne ça, c'est-à-dire l'homme qui va au camping, qui joue à la pétanque, ben c'est un salopard, il va être raciste et tout ça. C'est-à-dire un dénigrement, y compris par l'élite culturelle de gauche, d'une figure populaire. Bon, c'est vrai que moi je préfère le camping avec Franck Dubosc. Bon, voilà. Mais c'est-à-dire que tout ce qui était de l'attribut populaire s'est trouvé être subir la moquerie et le mépris. La pétanque, le camping, le Bob Ricard, le foot, bon. Et je pense qu'on en sort en partie de ça. Et évidemment, un divorce politique. Un divorce politique qui fait que, grosso modo, assez longtemps, les éduqués ont continué à voter à gauche, au centre-gauche, vous mettez autant de guillemets que vous voulez à ça, pendant que le vote des classes populaires, lui, est largement parti dans l'abstention ou à l'extrême droite. Jusqu'à une espèce de validation en 2012 par Terra Nova, qui disait qu'en gros, bon, il fallait abandonner les classes populaires, il fallait les abandonner au Front National, il n'y avait plus rien à faire avec elles, mais qu'il fallait se recentrer sur les jeunes des cités, sur les femmes, enfin sur, voilà, identifiant un certain nombre de segments, mais se disant, voilà, il faut laisser tomber les classes populaires. En 1984 est une année charnière pour ça. C'est une année charnière. On a un chômage qui grimpe de 25% en 12 mois. On a à l'époque les premiers emplois précaires qui s'appellent les travaux d'utilité collective. On a l'ouverture des restos du cœur, un tout petit peu plus tard. On a les sidérurgistes lorrains qui sont liquidés alors que Mitterrand avait promis de les sauver. On a le Premier ministre qui parle à la télévision, Laurent Fabius, et qui dit, à la place de s'attaquer à ça, la dénonciation systématique du profit est désormais à ranger au magasin des accessoires. C'est-à-dire qu'on a une gauche qui, là, renonce à combattre un capital qui frappe sans doute plus fort que jamais. Et qui vient dire que tout ça, au fond, les classes, et ainsi de suite, c'est un archaïsme. Et que s'attaquer à ça, c'est appartenir au passé, et qu'il faut justement passer à autre chose. Et la même année, 1984, c'est le moment où, pour la première fois, le Front National va dépasser les 10% à une élection qui sont les élections européennes. Et avec ce discours de Jean-Marie Le Pen sur France 3 Lorraine, ça ne vous paraît pas évident que le nombre de plus de 6 millions d'étrangers en France est en relation directe avec le fait qu'il y ait 3 millions de chômeurs
Ça me paraît évident, et ça paraît d'ailleurs évident à beaucoup de Français. Et on voit là comment on a une extrême droite qui ramasse la mise. Il y a une gauche qui renonce à dire que tout ça n'est pas le fruit de la fatalité, que les riches et les pauvres, ça continue d'exister, que c'est le capital contre le travail, on met les mots qu'on veut, c'est les gros contre les petits, ce qui a été quand même le discours de la gauche jusqu'à ce moment-là. Et là, on vient de dire c'est plus ça. Mais dans la tête des gens, on continue à penser ce qui est juste et ce qui est injuste. Si on nous dit que c'est plus le haut contre le bas, que c'est plus les riches contre les pauvres, mais son malheur, il faut bien se l'expliquer. On se l'explique autrement, et bien s'y substituer d'autres divisions de la société, qui vont être les jeunes contre les hommes, les assistés contre les travailleurs, ou évidemment les Français contre les immigrés. Et à ce moment-là, la réaction de la gauche va plutôt être une réaction d'ordre moral, c'est-à-dire de la création de SOS Racisme, au même moment où elle envoie à Bruxelles Jacques Delors, qui va aller entériner encore davantage la libre circulation des marchandises et des capitaux. Et là, on a dans tout ça, dans cette année 1984, un condensé de ce dont on doit sortir. C'était Christophe qui citait tout à l'heure Lionel Jospin, qui disait en 1983 nous ouvrons aujourd'hui une parenthèse libérale. Le problème, c'est que cette parenthèse libérale, pour l'instant, on ne l'a pas refermée. Et c'est bien l'enjeu pour moi central de l'élection à venir que de parvenir à refermer cette parenthèse libérale. De parvenir qu'est-ce qu'il y a. J'ai une nouvelle là, qui est tombée cet après-midi sur mon téléphone portable, avec un beau graphique, c'était une nouvelle des Échos de Bernard Arnault. Mon copain. Je suis sur son fil Twitter. Les géants du CAC 40 ont dégagé des profits de près de 160 milliards d'euros en 2021. Ça vient de tomber. C'est un nouveau record. Vous pouvez applaudir maintenant. Le dernier record daté de 2007, il était de 96 milliards d'euros. Donc ça veut dire que là, on a fait 60% de plus que le précédent record. Ouais. Mais vous voyez, c'est presque moi qui vous apporte l'info. C'est dire dans quel silence, dans quelle indifférence, ce qui relève quand même une forme de hold-up géant, se produit. Pour moi, je le dis, c'est une vache au milieu du couloir. Si vous voulez, un éléphant. C'est bien, c'est moins fréquent dans mon coin, mais bon. Et pourtant, cette vache, c'est comme si en permanence, il ne fallait pas la voir. Comme si elle n'existait pas. Vous voyez, vous avez la flambée du pétrole. Bon. Je le dis, à Noël, ils ont filé un chèque aux Français. Peut-être que là, ils veulent recommencer pour le 1er avril, 9 € par plein. Bon. Au milieu de tout ça, on a Total qui fait 14 milliards de bénéfices. On a Total qui verse 8 milliards d'euros de dividendes. Donc c'est 8 milliards d'euros qui, soit dit en passant, ne vont pas être utilisés pour se demander quels outils, quelles techniques on invente pour produire en matière d'énergie la bifurcation écologique. 8 milliards d'euros, ça représente 300 € par foyer français, versés aux actionnaires de Total. Et pourtant, dans la presse et surtout dans les paroles des politiques, vous n'avez presque rien sur Total. Presque rien en lien avec la crise de l'énergie, avec la montée du prix du pétrole. Vous savez, moi j'appelle ça un lipogramme. Vous connaissez peut-être Georges Perec, il a écrit un bouquin qui s'appelle La disparition. Il utilise tout un bouquin sans la lettre E. Vous voyez? Et bien j'ai l'impression que moi, les journalistes et puis les politiques, ils jouent à un lipogramme. C'est que là, on a dividendes, actionnaires, bénéfices, profits, qui devraient résonner tous les jours, et tous les jours, ces mots sont absents. Là, Total, le gouvernement, il a traité la question de l'énergie sans prononcer le mot Total. C'est une forme d'exploit littéraire qui réussissent, quand même. Je suis long, donc je ne vais pas vous le faire en mode juste prix. En 12 mois de crise sanitaire, les fortunes, les milliardaires français ont vu leur patrimoine augmenter de plus de 68%. 300 milliards d'euros.
300 milliards d'euros, c'est le PIB de ma région, les Hauts-de-France, que je ne reconnais toujours pas comme étant ma région, parce que c'est pas les Hauts-de-France, moi je suis Picard, mais bon. De ma région, plus de la région Normandie. Vous mettez deux immenses régions comme ça, et c'est comme si tous les travailleurs de ces deux régions-là avaient, pendant un an, mais aussi les travailleurs, mais les entrepreneurs, mais les architectes, mais les gendarmes, mais tout ça, avaient travaillé pendant un an strictement pour enrichir les milliardaires français. Et ça ne fait pas la une. C'est presque un non-sujet dans la campagne électorale en cours. Pourquoi? Parce que ce sont les nouveaux seigneurs. C'est les seigneurs du sol et du sous-sol, ce sont les seigneurs du ciment et du médicament, les seigneurs du ciel et du logiciel, les seigneurs de l'informatique et de la logistique, et surtout les seigneurs du consulting. Et comme les seigneurs, en plus, il faut qu'ils échappent à l'impôt. Les seigneurs d'antan, ils échappaient à l'impôt, ben c'est pareil. Là, il s'agit des AGG, d'ISF, des exit tax, de flat tax. L'impôt sur la société, on l'a baissé, les impôts productifs, on les a baissés. Pourquoi? Je lisais un bouquin sur l'abolition des privilèges. Les seigneurs de l'ancien régime justifiaient ça par le danger qu'ils couraient. Parce qu'ils étaient supposés aller protéger le roi et le pays et éventuellement verser l'impôt du sang à la place de verser l'impôt à l'époque. Aujourd'hui, ils disent c'est le risque. C'est pas le risque. Mais quel est le risque que prend un actionnaire? Quel est le risque que prend un PDG? Quel est le risque que prend Patrick Pouyanné, PDG de Total? De se faire virer par les actionnaires. Et néanmoins, il justifie ça par le risque. Et à tel point qu'il y a des moments où on voit l'évidente complicité entre le gouvernement et ses actionnaires. Il y a eu un truc qui s'appelait OpenLux. Alors, les scandales se suivent tellement et se ressemblent que je pense que vous les aurez oubliés. OpenLux, on a découvert que le pays qui avait le plus de comptes en banque au Luxembourg, c'était les Français, les riches Français. Sur les 40 familles les plus riches de France, 37 avaient des comptes là-bas. Bernard Arnault, Hermès, les Mulliers et compagnie. Ça représente 4% du PIB français. Donc c'est énorme. Ça fait la une du monde. On a, avec mon camarade communiste Sébastien Jumel, qui a rejoint l'Union populaire d'ailleurs, en commission des affaires économiques, oui, vous pouvez l'applaudir parce que ça demande un on auditionne Bruno Le Maire en commission des affaires économiques. Bruno Le Maire, Jumel lui demande, bon alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le scandale OpenLux, là, qu'est-ce que vous allez faire? Il ne répond pas, il prend une série de questions, il oublie par hasard. Du coup, je reviens à la charge, et je dis, alors, sur le scandale OpenLux, là, 37 des plus grandes familles françaises concernées, 4% du PIB. Ah bon, il va falloir que je me renseigne, je ne suis pas très au courant, mais je me promets de revenir vers vous. Vous voyez, il faut se dire, ce qui est, c'est que, normalement, c'est la police économique. Avec ces gens-là, c'est comme si on avait confié la police économique à Al Capone. Ils sont les complices de ceux qui produisent de l'évasion fiscale. Et si vous regardez, là, j'ai regardé le programme de Macron. Il est où mon programme de Macron? Vous l'avez lu, vous? Moi, je lis toujours Macron avec beaucoup d'attention parce que je me demande à voir à quelle sauce je risque d'être croqué. Dans ce programme, alors j'ai dû l'imprimer du coup. Ah ouais, il est tout récent. Hein. Il y a 0 fois le mot bénéfice. Il y a 1 fois le mot fraude, mais c'est pour fraude sociale. Corruption, ça y est. Paradis fiscal est absent. En revanche, défiscaliser, baisser la fiscalité, etc., c'est présent, réduire les impôts de production. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'obscénité de ça. On est dans un moment qui est supposé être un moment de crise pour les Français et pour la France. On est dans un moment où les dividendes du CAC 40 n'ont jamais été aussi élevés, et le MEDEF, où ils ont été soignés aux petits oignons pendant 5 ans, et le MEDEF, il vient pour réclamer 30 milliards de baisse des impôts de production, et Macron, il vient leur dire oui. Sachant que ces impôts de production, ça a été démontré par l'Institut des politiques publiques, a très nettement bénéficié davantage aux entreprises de plus de 500 personnes qu'aux petits artisans du coin, mais très 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 nettement. Je pense que la Révolution française a commencé par une crise fiscale, et aujourd'hui, la crise fiscale, elle est là. Il faut rendre visible aux gens cette crise fiscale, cette immense injustice qui fait que plus on est une petite entreprise, plus en pourcentage on va payer d'impôts, et plus en fait, il y a un déplacement de l'impôt vers les gens qui ne peuvent pas partir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'allez pas aller vous exiler au Luxembourg. Peut-être à Andorre, non? Ouais.
L'artisan du coin, il n'a pas de conseiller fiscal pour lui expliquer comment passer par Guernesey. On s'arrête là. Et donc, on va avoir une fiscalité qui de plus en plus va reposer sur les personnes qui ne peuvent pas partir. Tandis qu'on va alléger toujours davantage ceux qui peuvent menacer de partir. Vous voyez? Et je pense que... tout à l'heure... Non, je viens pour 5 minutes. Ça vous va? Tout à l'heure, je jouais à la pétanque avec un camarade. D'ailleurs, au départ, il gagnait 10 à 0, et finalement, on a gagné 13 à 12 avec Fabienne. C'est le principe de la tortue. Je nous souhaite la même chose pour les élections. Et il manageait des yachts. Je me suis rendu moi-même un moment au Monaco Yacht Show. On m'a présenté un yacht écologique. Le yacht écologique m'attendait un petit voilier sympathique et je me suis retrouvé avec un truc en acier, noir, haut, avec 3 ponts, il devait y avoir 50 mètres de haut. Et je disais, mais alors votre yacht écologique, il consomme combien 800 à 1200 litres de l'heure. Bon. De gasoil détaxé, hein, quand même. Hein. Pourquoi il avait reçu le prix du yacht écologique? Parce que quand on allait aux toilettes, ça restait à l'intérieur d'une cuve, c'était pas jeté dans la mer. Mais chacun sa merde, oui, c'est ça. Vous voyez, le souci qu'on a, c'est que ces yachts ne se trouvent pas devant vous. C'est que les yachts ne se trouvent pas devant le chef de bord que j'avais dans le train. Il dit, putain, je suis emmerdé. J'ai mes 2 fils qui ne savent pas s'ils vont voter pour Zemmour ou pour Le Pen. Quoi. Parce que, voilà, les assistés, machin. Eh ben oui, nous, notre rôle, on doit réussir à produire un mouvement. Je parle souvent des invisibles du bas, des auxiliaires du social, des agents d'entretien, des ouvriers de l'industrie, ainsi de suite. Mais il faut voir qu'on a un autre invisible, qui est l'invisible du haut. Parce que ces gens-là, ils ne sont plus dans notre entourage. Moi, chez moi, il y avait l'usine Saint-Frère à Fils-le-Court, dans le 19e siècle, au textile jusqu'en 1975. Les ouvriers, ils voyaient tous les jours partir leur argent. Il y avait les châteaux qui se construisaient. Il y avait, quand on allait au cimetière, il y a un carré spécial avec des grandes tombes pour les Saint-Frères. Même quand on va à l'église, il y a un carré avec des petites piques dorées, et donc ils voyaient très bien le rapport entre capital et travail. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une disjonction immense de ces deux mondes-là. Et donc, que l'injustice première entre ce travail qui perçoit peu et ce capital qui engrange énormément, elle est difficile à rendre sensible. Et je pense que c'est notre rôle en permanence. C'est-à-dire que les gens, ils vont se déchirer sur l'assisté, sur le handicapé, est-ce qu'il est vraiment handicapé, sur l'immigré, sur le réfugié. C'est de les forcer à relever le nez, à cesser de venir se déchirer entre pauvres, mais à les aider à relever le nez en haut. Moi, sur le parking de chez Whirlpool, quand l'usine était en train de fermer, c'était ça. Ils parlaient des immigrés, des réfugiés, des assistés. Je leur dis, mais attendez, est-ce que c'est eux qui vous licencient ? Non, c'est Jeff Pettig, le PDG de Whirlpool, qui ne connaissent pas. Je suis arrivé avec une photo de son château, parce qu'il y a un château aux États-Unis, avec accès direct à la mer, 27 salles de bain, une résidence particulière pour sa compagne. Enfin bon, il fallait matérialiser là où partait la sueur de leur front, pour ainsi dire. Mais on a ce souci-là, c'est d'une disjonction et donc de deux invisibles. Et moi, c'est vrai que dans tous mes trucs de campagne, en permanence, je mets ce post-it. Je vous le dis, hein, pour vos documents de campagne pour les législatives, et c'est quelque chose que fait l'Union populaire, c'est-à-dire les plus 68%, les 300 milliards d'euros, tout ça, en espèce de post-it, il faut le marteler. Tous les matins, on a Dominique Seux qui vient nous asséner ces vérités. C'est la voix de Bernard Arnault. Ben, si nous, on ne martèle pas en permanence 300 milliards d'euros, plus 68% et ainsi de suite, ça disparaît de la tête des gens. Il faut voir qu'eux sont la France des héritiers, eux sont la France des rentiers, et que, bizarrement, c'est eux qui vantent leur travail. Un travail qu'en permanence, ils laminent et ils minent depuis 40 ans. Ce sont eux qui dévalorisent ce travail. Ils le dévalorisent au sens propre, c'est-à-dire quand on refuse de relever le SMIC, quand on refuse d'indexer les salaires sur l'inflation. C'est une manière de miner le travail dans sa valeur. Mais ce que raconte Leïla, c'est ça aussi. C'est-à-dire construire un faux statut qui fait que, faut mesurer que le chômage en partie, il s'est résorbé par ça. L'an dernier, c'est 641 000 créations de micro-entrepreneurs. Un micro-entrepreneur, en moyenne, c'est 590 € par mois.
Donc ça veut dire que, comment on prétend résoudre le chômage? Par des gens qui en moyenne touchent 590 € par mois. Eh bien, bizarrement, ce sont eux qui émiettent le travail, qui le fragmentent, avec des petits bouts de temps de travail par-ci par-là, avec des lois qui installent toujours plus de précarité, qui ont le culot, en écrasant ce travail, de venir vanter la valeur travail. La valeur travail, c'est nous. La France du travail, c'est nous. Et demain, on aura besoin du travail. Demain, on aura besoin de la France du travail. Parce que demain, on veut quoi? Si on veut des légumes avec moins de phyto, c'est beaucoup de travail. Si, des phytosanitaires, les pesticides. Voilà. Si demain, on veut de la réparation de téléphones, plutôt que d'acheter en permanence de téléphone, la réparation de machines à laver, la réparation de téléviseurs, plutôt que d'aller chercher de la matière toujours, c'est du travail et c'est beaucoup de travail. Si demain, on veut en finir avec les passoires thermiques, il y a 5 millions de passoires thermiques dans ce pays, la Fondation Abbé Pierre a calculé que l'an dernier, on en a éliminé 2500. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il nous faut 2 millénaires pour en finir avec les passoires thermiques. Alors que, je dis moi, un investissement massif dans ce secteur-là, c'est du gagnant, 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 gagnant. C'est gagnant pour les gens parce qu'ils ont moins de factures, c'est gagnant pour l'emploi parce que ça crée des emplois, c'est gagnant pour la planète parce que ça fait moins de CO2 qui part, et c'est gagnant pour l'indépendance du pays parce qu'on dépend moins des importations. Et pourtant, il n'y a pas de plan d'investissement massif là-dedans, il y a juste de la même manière qu'ils donnent des petits chèques à la fin de l'année. C'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est on laisse faire le marché, on l'aménage un petit peu à la marge. Ben, ça ne marche pas. Résultat, on a 2500 passoires thermiques qui sont éliminées. Or, voilà le grand défi qu'on a à résoudre. Le grand défi pour moi, c'est le grand défi climatique. C'est le grand défi écologique, qui va se résoudre par du travail, qui va se résoudre par un rôle de l'État qui est de quoi faire, qui est pour moi de faire ce que Roosevelt a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, il y a 2% du budget qui est consacré à l'armée. Roosevelt, il n'a pas de bombardier, il n'a pas de porte-avions, presque pas, il n'a pas de tank. Et en 2 ans, il va passer à 45% du budget qui est consacré à l'armée, il va en produire des dizaines de milliers. Comment? Non pas en nationalisant tout, mais en canalisant toute l'énergie du pays. Les capitaux, la main-d'œuvre, les savoir-faire, le travail, mais aussi le capital, dans une seule direction qui est une économie de guerre. Mais de la même manière, aujourd'hui, le rôle de l'État, il devrait être quoi? Le rôle de l'État devrait être de mettre toute notre énergie, tout le savoir-faire, toute notre intelligence, tous nos capitaux, toute notre main-d'œuvre au service d'un défi qui est une économie de guerre climatique. Voilà quel devrait être le rôle de l'État. Ça ne peut pas se faire par la main invisible du marché. Voilà pour moi le sens d'union populaire. Le sens d'union populaire, c'est l'alliance à renouveler que j'ai décrite tout à l'heure entre les classes intermédiaires et les classes populaires. Mais c'est aussi l'alliance entre le rouge et le vert, entre la justice sociale et la nécessité d'une bifurcation écologique. Je pense que c'est le chemin qu'on doit réussir à emprunter dès le 10 avril. Voilà, l'enjeu, il est énorme. L'enjeu de cette élection, il est vraiment énorme. Et Leïla le disait, pour moi, elle disait, voilà, bon, ils ont envoyé des parlementaires à Bruxelles, mais surtout ce qu'on a réussi à faire, c'est que les Ivoires, ils arrivent là-bas et ils fassent des manifestations. Il est évident pour moi que même si Jean-Luc Mélenchon est élu le 24 avril, même si le 25 avril, Leïla se retrouve au ministère du Travail, il y aura une immense pression populaire. C'est pour ça que moi je crois aux urnes et à la rue. Aux urnes et à la rue. Vous pouvez mobiliser constamment. Il y a Mamou, la grand-mère de Robin, qui est dans la salle. Robin, qui est mon collab. Pour les saluer, les collaborateurs. Nos collaborateurs, je pense qu'on peut les saluer aussi. Parce qu'on leur fait vite le grand qui lui a dit, mais mon pauvre, tu te prépares à des désillusions. Bah forcément, quand on est de gauche, ça fait 40 ans de désillusions. Mais je dirais pas changer la vie, vous savez, moi j'espère qu'on va juste réussir à la changer un peu. Parce que les gens, ils sont dans un tel état de désespérance politique que même si on parvient à la changer juste un peu au début, ça sera déjà pour eux miraculeux. Et donc ça veut dire que ça sera le premier pas. Ça rouvrira un horizon, ça rouvrira un avenir possible, ça rouvrira une espérance. Et pour moi, je compte
sur le vote du 10 et 24 avril pour rouvrir un avenir, rouvrir une espérance. Voilà. Et je veux qu'on fasse tout d'ici là. C'est-à-dire que pas seulement vous votiez, je pense que les gens qui viennent dans cette salle, c'est des gens qui quand même vont aller voter parce que, bon, si vous avez fait le déplacement, bon. Non, mais vous savez, en 2017, il a manqué 2 voix par bureau de vote pour que Jean-Luc Mélenchon passe au 2e tour. Moi, ce que je veux, c'est que le 10 avril, on n'ait aucun regret. Pas de regret. On aura chacun fait ce qu'on a pu. On n'aura pas parlé à nos cousins, nos collègues, nos voisins. On les aura fait chier un peu. Hein. Mais pour arracher les 2 voix supplémentaires ou les 10 voix supplémentaires qu'on peut obtenir dans notre entourage, pour que simplement ce soir-là, on n'ait pas de regrets et qu'à la fois sur le terrain de la justice sociale et sur le terrain de la bifurcation écologique, on ait fait tout ce qu'on peut pour que notre pays prenne une autre direction que celle qui, au fond, la direction de Macron, vous savez, elle n'a rien de neuf. C'est la direction qui est là depuis 40 ans, grosso modo. Aggravée, mais elle est franchement pas moderne. Et je crois qu'il y a une possibilité. Il n'y a que 2 choix. Pour moi, c'est Macron ou Mélenchon, parce que quand vous regardez le programme de Pécresse, de Zemmour ou de Le Pen, sur le plan social ou sur le plan économique, il y a une feuille de papier à cigarette qui les différencie du programme de Macron. Donc voilà, le choix il est là. Je vous invite, moi, à tout faire pour convaincre vos voisins, vos cousins, vos collègues, et ainsi de suite. Et à la fin, c'est nous convaincre. Et à la fin, c'est nous convaincre. Merci à vous.